Le score. Le score. Vous devez cru et comprendre que nous aurions un entretien tête à tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique choisie pour une invitée et de conversations à très fort potentiel empathique. Autant ne pas vous le cacher, tant l'œuvre de l'autrice qui se trouve dans ce studio trouve un écho hyper sonore dans chacun des foyers français dans lequel vit cette créature étrange que l'on nomme la femme de 40 ans et plus si affinité. Ça c'est pour la BD qui l'amène aujourd'hui, mais l'aventure commune avait débuté il y a une vingtaine d'années avec Moi-Je, et les germes de l'identification ont continué de progresser avec Idéal Standard qui nous délestait avec grâce et subtilité de la pression constante qui pèse sur les épaules des femmes. Au nombre de ces œuvres, j'ajoute aussi le carnet de voyage parenthèse Patagone, le plus beau burn-out jamais illustré, Amalia, et même quelques éveils à la sexualité avec Comtesse et Déesse paru dans la collection BDQ au cas où vous ayez un doute sur le contenu. Autant vous dire que la joie est grande à l'idée de dire bienvenue Aude Picot. Bonsoir. Ça me fait trop plaisir. Voilà, Super. je le dis, ça me fait plaisir. Moi-Je quarantaine vient de paraître chez Dargo Collection Charivari. Quels ont été les premiers retours, si toutefois tu en as eu? En fait, ils sont contrastés. Il y en a qui trouvent ça très déprimant et d'autres hyper drôles. Donc, maintenant, je frémis un peu quand j'offre le bouquin à des copains ou des copines parce qu'il y en a qui vraiment le trouvent dur. Alors, ouais, un peu dur, mais pas déprimant pour autant, je trouve. Moi, j'ai mis beaucoup d'humour, donc oui, pour moi, ça me fait rire. Je confirme. Il y a une question rituelle dans cette émission que je te soumets immédiatement. Quelle place prend la musique dans ta vie quotidienne ? C'est très variable. Ça peut être beaucoup ou absolument pas. Ça dépend de mon besoin de concentration. En période de travail, par exemple. Si je dois écrire, je peux pas écouter de musique. Ça me distrait trop. J'arrive pas à faire autre chose que de réfléchir à mes idées, mes besoins de scène, mes problématiques scénaristiques. En revanche, quand le scénario est bien avancé, là, écouter de la musique, au contraire, c'est très agréable et très entraînant. Et est-ce que tu pratiques toujours ? Oui, non, malheureusement. Tu as été tromboniste, c'était génial. Oui, j'ai joué du trombone pendant 6 ans dans une fanfare funk, ska, un peu comme ça, un rythme un peu effréné. C'était pas tellement ma personnalité, mais c'était génial. Ouais, t'arrives à faire un lien entre la musique et le dessin ? Ou trouver des ponts ? C'est intéressant. Alors, en fait, la musique, la musique, elle est en mouvement. Donc, on fait une fausse note, c'est pas grave, on continue. Il y a quelque chose de très fluide. Ouais. Le dessin, c'est quand même plus figé. Mais ça reste une expression artistique qui fait du bien. Je sais pas, c'est quand même très différent. Mais alors, de mouvement, il sera question dans cette interview parce que je suis très impressionnée par ton sens du mouvement en dessin. Et pour démarrer, un titre dans lequel on risque d'entendre du trombone, c'est The GBs avec Pass the Peas. Le score sur Radio Nova. The GBs sur Nova, et je soumets immédiatement ce titre à l'approbation ou non d'Aude Picot. Absolument, totalement. Tromboniste, faut-il le rappeler ? Ouais, non, morceau magnifique. Bon, très bien. Tu avais publié en 2004 Moi-Je, en 2007 Moi-Je, etc. Vient de paraître Moi-Je quarantaine chez Dargo Collection Charivari. Est-ce que, parce qu'à chaque fois que tu as sorti une bande dessinée, ta tranche d'âge était mentionnée dans les articles, parce que j'en ai relu pas mal, que tu as décidé de la faire figurer directement sur la couverture cette fois ? C'était une discussion avec Pauline Mermet, mon éditrice. En fait, il y a un double sens dans le mot quarantaine. On sortait des multiples confinements. Ouais. Et elle voyait une femme en quarantaine d'elle-même, quoi, qui n'arrivait pas, qui se sentait contrainte dans tous les aspects de sa vie et qui n'arrivait pas à prendre cet espace tellement nécessaire pour avoir un peu d'air, pour respirer, pour se sentir bien. Bref, donc c'est elle qui a proposé ce double moi-je quarantaine là. Et ça, c'est vrai que ça marche bien. C'est un travail au long cours, comme un carnet quotidien que tu as depuis quelques années ? Oui, absolument. J'ai voulu reprendre le principe des premiers moi-je qui étaient Je remplissais des carnets de dessin aux arts déco et même en prépa. On nous faisait beaucoup dessiner, donc on nous encourageait à avoir toujours un carnet dans son sac. Et en fait, je finissais par entrelarder mes dessins d'observation de petites tranches d'émotions. J'avais énormément de mal à m'exprimer verbalement.
J'ai fait beaucoup de progrès. Et donc, le dessin m'aidait à exprimer pas mal de petites situations. Et en fait, mes camarades qui lisaient mes carnets les trouvaient drôles. Ce qui pouvait un peu me vexer, parce que moi, j'étais un peu sincère dans mes désarrois, etc. Mais ils trouvaient ça marrant parce qu'en fait, ils se reconnaissaient. Et elles se reconnaissaient dans les scénettes. Et donc, il et elle m'ont encouragée à en faire un truc. Et donc, j'ai sélectionné les dessins qui me semblaient les plus intéressants. Mais c'était des carnets que j'avais remplis effectivement sur plusieurs années. Donc là, j'ai fait pareil. J'ai tenu 4-5 ans mes petits carnets. Voilà. Et alors, quand est-ce qu'on sait qu'il est terminé, le carnet ? Parce que j'imagine que c'est sans fin. Oui, quand on a envie, quoi. Quand l'envie devient forte et que je pensais avoir suffisamment de matière, en fait. De grands thèmes qui prennent vie dans une incarnation du quotidien. Et dans ce cas précis, le quotidien se fait routine. Comment lui faire prendre vie sur papier en évitant soi-même justement la routine dans ce travail-là? La routine graphique. Ça fait plusieurs albums que je dessine des cuisines Ikea et des parkings. Et c'est vrai que je commence à m'interroger sur mes obsessions. En fait, c'est vrai que je suis... j'aime bien les bandes dessinées, les trucs d'aventure ou de science-fiction, etc. Mais c'est souvent loin de mes préoccupations. Ok, ça me distrait, mais ça répond pas à mes problèmes. Et donc, je trouve que se confronter un peu à ce sujet du quotidien que tout le monde cherche à évacuer, en fait, c'est important. Et le faire de façon vivante et drôle et aussi un peu poétique, quoi. C'est une façon de se réapproprier. Ça prend quand même beaucoup de place dans nos vies. Tâches ménagères assez peu équitablement partagées, gestion de l'enfant, usure du couple y compris, épuisement. Alors le constat, tu le disais, est cruel, certes, mais est-ce que c'est facile d'y injecter de la drôlerie ? Parce que c'est très drôle, hein, moi je le redis, ce n'est pas que cruel. Oui. Après ça, c'est le plaisir de l'écriture, de partir d'une situation qui nous semble intéressante et d'arriver à la triturer, la découper, la tricoter pour la rendre marrante et dynamique. Ça, c'est vraiment un travail d'écriture. Et j'ai l'impression qu'à chaque décennie, on réévalue ses objectifs. Le premier devient trouver du temps pour soi. C'est une problématique qui revient tout au long de la bande dessinée. C'est la partie biographique de l'œuvre. Trouver du temps pour soi. Oui, mais c'est vrai que je l'avais aussi un peu effleuré, abordé dans Amalia. Ça reste... En fait, on est très conditionné dans un rythme de performance où il faut être rentable, quoi. Il faut être efficace. Et même le temps pour soi, ça devient un truc efficace où il faut prendre soin. Mais ça veut dire quoi, prendre soin de son apparence? Donc c'est un truc un peu mystérieux j'ai l'impression qu'on ne sait pas bien faire. Et donc c'est un sujet, ça donne une tension à la narration aussi. Et la métaphore de l'arbre, d'aller dessiner des arbres, c'est un peu la réponse qu'elle trouve. Alors j'ajoute à la drôlerie et à la cruauté l'extrême beauté de l'œuvre générale, mais de certaines planches en particulier. On y reviendra dans un instant. À suivre 07, ce sera pour la musique et ce sera juste après la pub. Nous reprendrons cet entretien tout à l'heure. Direction Parc de Saint-Cloud. Nova. Radio Nova. 07 in the waiting line, que j'ai pris dans un sens tout à fait personnel, être dans la file d'attente, c'est être quelque part à un endroit englué, obligé d'attendre. Et je me suis dit qu'il y avait un vague rapport quand même avec Moi Je, quarantaine, qui est paru chez Dargaud, collection Charivari, et que l'on doit à Aude Picot. C'est vrai que c'est quand même un personnage qui est un petit peu à un endroit où il est compliqué d'avancer. Oui. Et c'est d'autant plus frappant que, en fait, elle est ultra dynamique. On a souvent vanté, à raison, ta science du mouvement dans le dessin. Là, c'est très frappant d'avoir un personnage qui est censé être immobile parce que vraiment bloqué à un endroit de sa vie, mais constamment en train de bouger. Comment est-ce que tu travailles ça ? Alors oui, c'est aussi quand même lié un peu à la situation dans laquelle elle est, parce qu'elle n'arrête pas de s'agiter. Ouais. Avec un peu frénésie pour essayer de faire avancer les choses et régler je sais pas quoi d'ailleurs. Il y a donc les déplacements, les trajets, le rangement. Après pour le rendre vivant, oui, le dessin, c'est un plaisir ça. Ouais. De rendre l'image la plus dynamique et joyeuse quand même, vivante. Mais même le visage est extrêmement mobile. Oui, c'est vrai qu'il se déforme un peu même. Ouais. J'aime bien, oui, c'est expressif. Ouais, clairement, et ça va avec. C'est une œuvre qui m'a fait aboutir à cette idée.
Être de bonne humeur, c'est vraiment un luxe de gens qui ont du temps. Du coup, je te soumets cette pensée. En fait, c'était un petit peu aussi la réflexion de fond de bon, alors là, j'ai 40 bien tapé, quoi. Donc, on va dire que je suis à la bascule au moment de milieu d'existence. Est-ce que je vais continuer à faire la gueule comme ça pendant 40 ans ou est-ce que je vais essayer d'expérimenter autre chose dans la vie? Donc, c'est quand même ça la quête de fond. Et voilà, à la fin du livre, elle trouve son petit moment à elle. Pour vivre autre chose. Non, mais moi, je reste persuadée de ça. Hein. Vraiment, être de bonne humeur, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Bah, je dis ça parce que ça me rassure aussi. Ouais, je comprends. Non, mais j'en suis arrivée à l'idée que ça devait être un choix, en fait, au bout d'un moment. Comme ça vient pas tout seul, il faut bien que quelqu'un décide. Comme personne ne règle aucun problème et qu'en fait, ça peut venir que de moi, en l'occurrence, dans l'histoire. Et dans le livre également, la pression d'élever un être décent, ce qui demande énormément de patience. Et il y a une planche qui m'a beaucoup fait rire et pleurer d'agacement aussi, je ne te le cache pas. C'est celle où l'héroïne passe un moment de tendresse avec son enfant et que sur tout ce qui se déroule après, on entend au loin « Maman, 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 maman !» et dans des circonstances extrêmement différentes en fait. Oui, c'est vrai que, et encore... moi, j'ai eu qu'un seul enfant, donc comme en font celles et ceux qui en ont plusieurs, ça veut dire que sur 10 ans, 15 ans d'affilée, on a constamment ces interpellations et en plus, on se mobilise parce que c'est important, il faut bien répondre. Ouais. C'est fatigant. Ça fait partie des sursollicitations. Voilà. Je me suis dit qu'il y avait potentiellement une communauté éducative et alternative à monter et qu'on pouvait aussi y intégrer et recruter cette personne. T'en connais des mamans calmes? Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Elles crient jamais, elles courent jamais. Putain, mais moi, c'est mes 2 grands piliers d'éducation, crier, courir. Crier, courir, les piliers d'éducation de Florence Foresti. La maternité, est-ce que c'est pas là le berceau de la culpabilité, en fait? Ça dépend du conditionnement qu'on reçoit en fait. Ouais. On peut tout inventer, c'est ça qui est merveilleux quand même, c'est qu'on peut à condition d'en avoir les ressources intérieures et d'être accompagné, etc. On peut faire les choses à sa façon en fait. C'est ça l'enjeu, je trouve. Mais crier, courir, ça marche aussi. Mais pourquoi pas? Bon, en tout cas, c'est ce qui se passe un peu dans Moi-je quarantaine. Bah oui, faut s'accepter comme on est à la fin. Ça crie et ça court. Voilà. Évidemment, au menu des réjouissances, le couple. Alors, fini la version fantasmée du couple. À la quarantaine, on se cogne à la réalité. On a perdu l'ambition d'être parfaite, un peu, non? Ouais. Ça peut être une forme de soulagement. Oui, je cherche une forme d'approbation qui me rassure. Oui, bien sûr. Non, mais après, ça, c'est des complicités de couple et tout aussi. Mathieu, mon compagnon, m'a beaucoup aidé à écrire. Il a vraiment participé à la construction de nos personnages mutuels pour cette mise en scène de notre vie commune. Mais oui, faut arrêter la comédie, quoi. C'est trop fatigant, on n'a plus le temps de toute façon. C'est ça, pas le temps, pas l'énergie. Ouais. Et puis, on sait qu'on ne peut pas. C'est ça l'avantage aussi d'avancer dans le temps, c'est qu'il y a des choses qu'on sait auxquelles on n'aura pas accès. La perfection, ça n'existe pas, au bout d'un ni dans moment, les relations, ni dans le. Enfin voilà, c'est pas forcément. C'est pas tant un renoncement qu'un lâcher prise sur certaines questions qui sont pas très intéressantes finalement. C'est la grosse désillusion même. Mais finalement, en fait, finalement, tout est pourri. Mais on peut en rire. Mais oui, non, mais surtout c'est une fatalité. Il y a un moment, il y a des choses pour lesquelles on peut lutter et d'autres pas. En fait. Vrai. Alors dans les choses qui sont très très drôles aussi, catégorie couple. On remarque que les femmes, en l'occurrence l'héroïne, est très prompte à remarquer et bloquer sur les petites manies de l'autre et s'en agacer. C'est un symptôme obligatoire. C'est vrai. C'est un truc des vieux couples typiques classiques. Quand on veut mettre en scène un vieux couple, c'est un peu ça, machin, on s'énerve sur l'autre. Et c'est tout l'art de lâcher là-dessus et d'accepter ces agacements et de je sais pas quoi, respirer un coup et c'est pas grave. Mais c'est vrai que la mise en scène du personnage de mon compagnon, c'est la vapote, quoi. Il faut toujours attendre un quart d'heure, on peut pas sortir sans qu'il ait pris le temps de vérifier le truc. Mais en fait, c'est comme ça, c'est pas grave. Non, mais c'est ça. Et dans les choses qui sont aussi extrêmement bien vues et qui, je pense, vont marcher dans pas mal de foyers, il y a cette ambition très masculine de préparer le dîner, ce qui est fort sympathique, ce qui est génial, mais ce qui signifie derrière, pour la personne qui vit avec, potentiellement 3 heures de ménage, de rangement et de vaisselle. Voilà. Alors, je ne veux pas stigmatiser, mais il est vrai que les garçons ont besoin d'énormément de matériel pour cuisiner. Je n'ajouterai rien. Non, moi non plus. Je ne parle de personne, vraiment personne. On poursuit en musique avec Flavien Berger, M'a dit la nuit. Le score sur Radio Nova.
Nova. Flavien Berger sur Nova m'a dit la nuit, toujours en compagnie d'Aude Picot, venu partager Moi je quarantaine. Je soumets également Flavien Berger, il n'y a pas de raison, Aude. Mais oui, très bien. Ouais, ça va. Très bien. Dans ce sens, parfait. Ça me rassure. Dans le livre, on sent aussi et toujours une préoccupation qui traversait déjà d'une certaine manière Amalia, une préoccupation environnementale, que ce soit avec l'enfant, avec le mec et son usage du robinet, et notamment aussi dans une planche qui est intitulée Illumination, où en fait on voit la famille qui se promène, qui s'émerveille devant la ville, et la femme ne peut pas s'empêcher de se dire mais ça doit coûter une blinde en énergie, en fait, ce n'est pas possible. Oui, oui, et puis elle imagine toutes ces petites lumières scintillantes qui forment une mer brillante comme ça dans la nuit, qui illumine la nuit et tout, le paysage urbain, quoi, dans toute sa beauté. Et elle voit que chaque petite lumière est un foyer astiqué par quelqu'un, rangé par quelqu'un, et elle ne pense qu'à la poussière et le nettoyage et la vaisselle. Et c'est une crise d'angoisse plutôt que... Et heureusement, il y a sa fille à côté qui, c'est beau, qui apprécie quand même la beauté de toute cette vie, malgré tout. Oui, et sur les préoccupations aussi qu'on sent revenir, sur l'environnement, il y a aussi une affiche au bout d'un moment. Ah oui. Un dernier voyage avant la fin du monde. Bah oui, c'est pour l'avion. Qu'est-ce que je me refuse au final, j'ai tout ce dont j'ai... Enfin, Et donc il y a cette petite blague elle reprend son vélo épuisé, et il y a une affiche énorme, publicité pour un dernier voyage avant la fin du monde. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Les catégories terribles. Du coup, je me suis demandé si grandir, ou en tout cas prendre de l'âge, c'est pas aussi perdre un petit peu sa capacité à s'émerveiller. C'est on va pas dire que tout ceci est cruel, mais... Non, mais justement... Mais heureusement qu'il y a les enfants. Non, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai quand même. Ça, c'est vraiment mettre un peu de surprise un peu tous les jours, et de découverte, en fait. Redécouvrir et de partager plein de choses. Je sais plus ce que je voulais dire. Sur l'émerveillement, il est différent, mais non, il est hyper important. Ou en tout cas, c'est pas perdre la capacité à s'émerveiller, mais ne plus être capable de s'émerveiller sans en contrepartie avoir à flipper sur quelque chose. Ouais, dans la métaphore de liberté dans le livre, c'est la quête de l'arbre et de se promener. Il y a ce truc quand même de la nature, de la beauté, du rayon de soleil qui vient taper sur une scène, qu'elle soit urbaine ou campagnarde. Il y a quand même plein de moments beaux, en fait, mais on les voit plus. Et alors, dans les préoccupations liées à l'âge, j'aime bien parce que j'en parle comme si d'un seul coup on parlait vraiment d'une tranche d'âge très éloignée. Le dos, les yeux. Qu'est-ce qu'on fait, madame? Mal au dos? Mal au dos, mal aux yeux. C'est vrai. La presbytie, oui. Ouais, ça c'est. En plus, pour le dessin, quand même, moi je dessine très petit, donc je suis déjà proche de donc ça a été une grosse crise d'angoisse jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas grave, mais que des lunettes allaient m'aider, mais en fait je vois vraiment je vois vraiment moins bien, donc je peux pas dessiner plus grand, j'ai trop pris l'habitude de dessiner petit, donc je me vois avec des loupes, quoi. Je vais rajouter des loupes. Petit à petit, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est marrant, c'est marrant. Non, mais en tout cas, il y a une manière de mettre en avant ce qui semble être quotidien, je ne vais pas dire trivial, pas du tout, mais en mettant l'accent sur des choses dont on ne parle pas forcément, en fait. Parce qu'effectivement, avec l'âge, la maturité, tout ça, etc., il y a effectivement ça. On a mal au dos, on voit moins bien, les rendez-vous gynécologiques sont de moins en moins fun, si tant est qu'il l'était à un endroit. Mais en fait, ça a des conséquences, tout ça. Oui. Et on n'en parle pas tout le temps, en fait. Non, oui, mais parce que c'est lié à ce truc de l'intimité qui est censé être un peu pudique, tabou, machin, alors qu'en fait, ça fait vraiment partie de nos quotidiens. Et comme on n'en parle pas, ça peut devenir un problème ou un complexe, quelque chose. C'est en échangeant là-dessus que, en fait, on se rend compte que tout le monde est pareil et que c'est compliqué pour tout le monde, quel que soit le problème. C'est important, et en même temps, c'est pas si important. C'est bien d'échanger. Et puisqu'on parle d'intimité, il y a aussi la question de la vie sexuelle dans le couple et de dessiner le faire du cul. Ouais. Car j'aime beaucoup cette expression. Oui. C'est pas la première fois. Hein. Vous avez déjà dessiné des BD plus explicites. On disait Comtesse DS qui était vraiment édité au BDQ. Oui. Mais c'est pas la première fois. Ça a été récurrent dans certaines de tes œuvres. Dans Idéal Standard, il y avait aussi pas mal de scènes. Alors après, elles sont écrites, les scènes, en fonction du récit quand même.
Oui, bien sûr, c'est pas et là, gratuit. Hein. Non, mais là, c'est vrai que c'est dur. Parce que, en fait, finalement, faire l'amour, qui est censé être un moment de désir et d'envie, de partage, devient une corvée supplémentaire, ce qui est quand même horrible, mais ce qui est un truc très concret, quoi. Ouais. Où il y a des sondages sur, finalement, les femmes qui arrêtent de faire l'amour pour faire plaisir, bah, finalement, en fait, on fait quand même beaucoup moins l'amour, du coup. Mais c'est une question hyper intéressante. Comment on fait quand on a... Pourquoi est-ce que, pour le personnage masculin, le désir est régénérant, et pourquoi le personnage féminin n'a pas accès à son désir? C'est hyper intéressant, ces questions. Comment on résout ça dans notre quotidien quand on n'a pas le temps de se poser toutes ces questions? Donc moi, j'aime bien aborder ça et faire réfléchir là-dessus et échanger là-dessus. J'ajoute une question aux questions. Am I the same girl? C'est la chanson qu'on va écouter. Elle est signée Barbara Acklin. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Est-ce que je suis la même fille, la même femme? Une question que je pose immédiatement à haute picot. J'aime bien les dissertations comme ça. Genre, oui, mais oui, c'est... Allez. Cadeau. Alors, non, mais comment, ça fait partie des réflexions qu'on a aussi quand on suit ton œuvre depuis un certain temps. C'est-à-dire que le changement de... En fait, moi, je me pose toujours un peu les mêmes questions. Malgré le temps qui passe et les apprentissages divers et variés, je continue de me dire, mais comment fait-on pour vivre? Ce qui est déjà pas mal, déjà en numéro 1. Donc, je ne cesse pas d'interroger ça à travers mes bandes dessinées et c'est passionnant. Alors, Kino, génial dessinateur, qui a fait des illustrations et des dessins et qui a la paternité de Mafalda, a dit « L'ennui avec les interviews, c'est qu'il faut répondre du tac au tac à un journaliste tout ce qu'on n'a pas su se répondre à soi-même toute sa vie. » C'est génial. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que cette phrase te parlerait à un endroit. Oui, c'est vrai. Ça demande du boulot de préparer les interviews et tout. C'est vrai, il faut réfléchir à ce qu'on veut dire, parce qu'après tout, moi j'ai l'impression d'avoir fourni un effort énorme en écrivant ce livre, et après on vient me poser plein de questions. Je dis, lisez le livre et faites-vous votre idée. Mais c'est bien de pouvoir échanger sur son travail, d'être capable de formuler. Mais alors, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir une analyse différente sur ton travail après en avoir parlé avec quelqu'un? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. D'avoir une intention et d'en découvrir une autre. Si, parce que les récits parfois sont ouverts quand même et les gens se les approprient de façon différente. Et effectivement, c'est super quand quelqu'un a une lecture... j'allais dire plus profonde, même inattendue sur certaines scènes. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que les idées te viennent en créant ou est-ce que tu dessines parce que tu as une idée? Alors ça va vraiment ensemble. Parfois, j'ai une idée et en essayant de la dessiner, ça marche pas. Le dessin vient mettre en question le concept, quoi. Et le dessin, pour ça, c'est vraiment chouette parce il m'aide beaucoup à écrire. Et parfois, j'ai une vague idée mais qui marche pas et c'est à force de dessiner, les dessins se superposent, viennent se contredire, apportent une nouvelle idée, enrichissent le truc. Ça, c'est très chouette. Tu dessines toujours sur même support? Tu dessines sur papier toujours? Ouais, j'ai pas réussi à passer... non, mais je sais... Oui, papier, bien sûr. En fait, j'ai tellement fusionné avec ce format, le papier A4, que je peux plus sortir de ce truc-là. J'en ai besoin vraiment pour réfléchir à ma narration. J'aime bien la limite physique, la voir sous mes yeux. Alors qu'un écran, je peux me perdre dedans, on peut zoomer indéfiniment. C'est plus les mêmes limites. Ouais. Voilà. Et pour la couleur? Alors là, j'ai utilisé l'aquarelle parce que je sais faire que ça. Aquarelle, c'est beau l'aquarelle. C'est magnifique. Ouais. Vraiment, il n'y a pas de sujet là-dessus. Qu'est-ce que tu ne sais pas dessiner et en quoi est-ce que ça influe sur ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne sais pas dessiner? En fait, tous les sujets que je n'ai pas abordés, je ne sais pas les dessiner. C'est en les abordant et en les recherchant que je m'y confronte. Je crois que je ne sais toujours pas vraiment dessiner une voiture. Je fais une patate et 4 roues, mais ça, c'est très commun à beaucoup de dessinatrices, dessinateurs. J'ai trouvé des solutions pour le vélo, mais si tu regardes attentivement les dessins, c'est quand même bancal. Mais en fait, c'est chouette. Le dessin, c'est un petit peu un subterfuge tout le temps. C'est de la mise en scène. On triche tout le temps pour rendre ça crédible. Sans que moi, je ne peux pas faire un dessin réaliste. Ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation. Donc, je triche toujours un peu et c'est fragile et en même temps, ça raconte clairement quelque chose et c'est cet équilibre-là qui m'intéresse. Tu dis « Je suis économe, introvertie et minimaliste, donc le dessin s'en ressent. Chercher la simplicité, est-ce que c'est si simple en réalité ?» C'est du temps, beaucoup de temps, de travail, de recherche, de poubelles qui se remplissent. C'est du temps, c'est un long chemin.
Non, mais c'est ça, parce qu'on dit, on cherchait la simplicité. J'imagine que l'épure, ou en tout cas aboutir à une forme très directe et compréhensible de manière immédiate, ça doit être un travail de titan, en fait. Oui, j'avais lu, il me semble avoir compris ça du travail de Sampé en lisant un recueil de toutes ses interviews. Et en fait, il crayonne beaucoup, il travaille beaucoup ses images, et pour garder que l'essentiel, quoi. Et en fait... je trouve ça bien, c'est un peu comme dans la pensée, il faut ruminer beaucoup pour arriver à formuler quelque chose d'intelligible. C'est pareil en dessin. Tu jettes beaucoup, toi ? Ouais. Et je recommence beaucoup. Mais tu jettes vraiment définitivement, ou il y a des trucs que tu gardes en disant, bon, on sait jamais Alors oui, bien sûr, parfois quand on sent qu'il y a quelque chose dans le dessin, mais qu'on n'a pas encore la maturité pour le trouver, oui, tu peux mettre de côté pour le réouvrir plus tard, quand même. Mais j'aime bien jeter, moi, faire la place. Très bien. On poursuit la conversation juste après cette courte page de publicité. Reprendrons cet entretien tout à l'heure. Direction Parc de Saint-Cloud. Nova. Radio Nova. Toujours en compagnie d'Aude Picot. Et il y avait un petit extrait d'interview que j'avais très envie de te faire écouter. C'était une interview à la RTS. C'est une interview de Claire Bretéché. Et la question est, que faites-vous quand vous ne dessinez pas ? Rien. Je n'ai pas de hobby, je ne fais pas de sport, je n'ai aucune activité efficace, je n'ai pas d'enfant, je ne fais pas la vaisselle, je ne fais pas le ménage, je ne fais pas de tennis, mais vous pas avez de une gymnastique, tentation quand même. Je ne suis pas cultivée. Vous avez des plaisirs que vous assouvissez, des tentations. Je traîne. Vous traînez dans les magasins. Je traîne à mort, en particulier dans les magasins. Pour acheter quoi ? J'achète des vêtements. Alors je trouve que tout est parfait, et la réponse et la sidération de l'interlocuteur qui ne comprend pas bien, en fait. Cette femme qui dit non, en fait, vraiment. Oui, non, mais il me semble que cet entretien, il est assez long et qu'elle en a marre, elle en a marre de ce mec qui lui pose des questions. Et c'est très drôle parce qu'en fait, elle est hyper pudique dans mes souvenirs. Enfin, et elle a pas envie de parler d'elle, quoi. Et il arrête pas de la chercher sur des trucs, et donc elle l'envoie bouler. Et c'est vrai qu'elle en parle à d'autres moments. Elle achète beaucoup d'habits. Elle a eu une phase visiblement très fringue. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu ne dessines pas ? Quand je ne dessine pas, je râle, je me plains, je fais le ménage, je fais du sport, je jardine, et quand même, je passe de bons moments avec ma petite famille. Claire Bretéché, ça fait partie des gens qui ont formé ton goût. Ouais, absolument. Surtout, c'est vrai que enfant, je comprenais pas très bien le fond, et puis la forme me faisait un peu peur parce que ces personnages sont pas du tout séduisants. Elle est pas du tout dans la séduction dans son dessin, mais il y a quand même une intelligence humaine et graphique qui me captivait. Oui, et qui me reste toujours, et donc je relis. En fait, c'est surtout les frustrés, quoi. Ouais. J'ai un souvenir de la couverture qui est des frustrés, qui est mi-intrigante, mi un peu flippante. Il y en avait plusieurs. Il y en a une où tu vois juste des jambes qui émergent d'un fauteuil, d'un canapé, ce genre de. J'ai un souvenir de visage en gros plan, un truc pas forcément très gracieux. Qui m'a marqué. Et puis Ronchon aussi, quoi. Elle dessine ça tellement bien, les gens, grincheux. Je trouve ça tellement humain. Ouais. Alors j'ai cité tout à l'heure Kino, c'était pas un hasard non plus, parce que je crois qu'il fait partie des artistes que tu admires beaucoup. Oui, c'est vrai que je faisais l'espagnol au collège, et donc il y avait des dessins de Kino, des dessins politiques en fait, vraiment très très forts, et ça a été quand même ça m'avait marqué, quoi. Tout ce qu'on peut dire avec une image et la rendre intelligible pour un enfant de 12 ans, ça m'avait beaucoup beaucoup marqué. Et puis lui, il est très fin aussi, il est très 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 fin. Et Gaston dans tout ça ? Ah ouais, Gaston Lagaffe, j'adore. Ça, c'est mon père qui avait les Gaston Lagaffe, il les avait tous. Et ce personnage est vraiment génial, quoi. Le grain de sel dans la machine bien huilée de la maison d'édition, de la production, du truc. Et lui, il vient tout le temps tout faire foirer. C'est merveilleux, quoi. J'imagine que, comme pas mal d'enfants qui dessinent, tu as dû à un moment essayer de, je peux dire copier, c'est des enfants, mais de copier quelques BD par lesquels tu as commencé. Alors, c'était Akira Toriyama, Dragon Ball. Ah oui ? Ouais. C'était ça que je copiais. J'avais aussi essayé de copier les Picsou, mais c'était trop difficile. J'arrivais pas à faire le bec des canards et tout ça. Et puis, Akira Toriyama, il a ce truc des visages très expressifs qui se déforment. C'est très drôle. Ça, j'aimais bien, je copiais ça.
Mais je m'étais dit que la bande dessinée, c'était pas pour moi parce que c'était trop difficile. Il fallait dessiner le même personnage de face, de dos, de 3/4 et que je trouvais que ça me semblait beaucoup trop difficile. Bah alors, à quel moment tu t'es dit que c'était ta voix ? Au moment de Moi-je ? Ouais, au moment de c'est ce que je raconte un petit peu dans le premier Moi-je. Moi, j'ai une formation graphiste, mais j'étais pas très bonne, donc les boulots que j'avais étaient pas très intéressants. T'es pas très bien traitée non plus, si mes souvenirs sont bons. Oui, mais je m'en sortais pas très bien, donc heureusement j'avais le dessin, ça m'a permis de rebondir et de m'orienter vers quelque chose. Et finalement, je m'en voulais beaucoup de pas être efficace dans les boulots d'équipe, mais en fait, je suis bien meilleure à travailler toute seule, et heureusement qu'il y a le dessin pour me canaliser. Dernier titre dont j'ai la charge avant de te laisser jouer les DJ grâce aux playlists de Nova. J'ai choisi Franz Ferdinand, Take Me Out, parce que pourquoi pas en fait. Le score sur Radio Nova. Franz Ferdinand, Take Me Out. Bah oui, c'est vendredi, donc je fais passer des messages. Au Pico, ça va, Franz Ferdinand ? Très bien. Ouais, c'était pas une invitation à sortir, on se connaît pas encore assez bien, mais ça viendra. Ça viendra. Hein, vraiment. Alors, je sais que c'est un moment qui peut terroriser certains des invités, je ne le cache pas. Et la sadique en moi s'en réjouit. Oui, c'est vrai aussi. Bravo. Une rafale de questions sur la musique. Pas de réflexion pour toi, l'impossibilité pour moi d'y revenir et te demander de justifier ou d'expliquer tes réponses. Ça, déjà, c'est une sécurité. Je peux pas te poser des questions sur tes choix, donc sens-toi libre. D'accord. C'est ça que je veux dire. Il faut que j'arrive à répondre surtout, c'est ça. Bon, ça va aller très bien, j'en suis sûre. Allez, on y va, on se lance. Quel titre symbolise le mieux l'enfance ? Ah oui, c'était Anne Sylvestre, j'avais des vinyles de ma grande sœur. Voilà. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence ? C'était... alors, j'ai pas le titre, c'est chanté par Lauryn Hill, les Fujis, là. Moi, c'était ça que j'écoutais. Mais l'adolescence, c'est vers 17 ans pour moi, hein, c'est tard. Belle adolescence. Ton hit de karaoké ? Karaoké, ouais. Non, j'ai des mauvais souvenirs de karaoké. Ou de douche, si tu préfères. Ouais. Ça sortira pas. J'ai fait un traumatisme. C'est ça, blocage du karaoké. Interdite de karaoké. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists ? Il y en a tellement, j'écoute des trucs tellement éclectiques et bizarres. Je sais pas, Bourvil, c'est bête et drôle et rigolo, quoi. Ça me surprend. Regarde, hop, voilà, ça marche. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? Sapristi. Oui, les Daft Punk, c'est basique, mais... non, Donna Summer. Bah oui, ouais. Donna Summer, ça marche toujours. En plus, il y a été dedans. Et le titre qui te fait immédiatement sortir de la piste de danse ? Les trucs un petit peu trop techno, trop speed, je fais de la tachycardie peut-être, je sais pas, c'est trop physique, ça me dépasse. Ta chanson de comédie musicale préférée ? Je vais super banal, Singing in the Rain, chanter sous la chanson sous la pluie. C'est très bien. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours ? Je sais là, le Vivaldi. En ce moment, j'écoute de la musique classique, les concertos pour violon là. Bon, j'y connais rien, mais je tapote ça là dans les. Et c'est hyper entraînant, très beau. Très bien. Et la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as dans la tête ? De préférence pénible, sinon c'est pas drôle. Je l'ai oublié aussi, comme le karaoké, quoi. Il y a un blocage, voilà. En fait, c'est ça. À chaque trauma, exactement. Un blocage. Ouais, non, j'ai pas, là, ça vient pas. C'est pas grave. Ouais. Je rappelle que Moi-je Quarantaine vient de paraître chez Dargaud dans la collection Charivari, qu'on te retrouvera, j'imagine, au Festival d'Angoulême. Oui, tout à fait, avec les camarades de Charivari. Très bien. Merci mille fois d'être passé par ce studio et on va écouter ta sélection musicale. Super. Tu as choisi Ayo pour démarrer avec Down... Oh là là, si j'arrivais à dire le titre, ce serait mieux, non ? Down on my knees. C'est plus ça, le titre. Pourquoi cette chanson et pourquoi Ayo ? J'avais été hyper touchée par cet album et cette chanson particulièrement, je la trouvais très belle, de courage. Ouais. Très bien, c'est une raison largement acceptée et suffisante. Merci encore, Aude Picot. Merci, Jarline. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.